이번 명사 특강에서 강연해 주실 초청 명사를 이제 소개해 드리겠습니다. 문학계의 세계적인 거장이자 2008년 노벨문학상 수상에 빛나는 작가이시죠. 장마리 귀스타브 르클레지오 작가님이 오늘 이 자리에 오셨습니다. 오늘 특강에서는 나의 한국, 문학과 평화의 터전이라는 제목으로 현대 한국 문학과 한국 사회에 대한 작가로서의 인상과 통찰을 전해주실 예정입니다. 자, 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Merci de l'applaudir très fort. 안녕하세요. J'ai fait connaissance avec la Corée quand j'avais 9 ou 10 ans, dans un numéro du Geographical Magazine, auquel mon père était abonné. Sur plusieurs pages s'étendait un article consacré à la guerre qui ravageait ce pays, illustré par plusieurs photos en noir et blanc, dont 2 ont frappé ma mémoire au point que je m'en souviens encore, 70 ans plus tard. L'une montrait, vue d'avion, la grande vallée du fleuve Hangang, à l'endroit où s'étalait la ville de Séoul, devenue un désert brûlé. Les bombardements avaient transformé cette ville en un amoncellement de ruines, d'où émergeaient, çà et là, des pans de murs, des tours calcinées, des morceaux de temples ou de pagodes, sans forme, sans perspective, comme si une main géante, armée d'une faux, avait tranché ces constructions jusqu'à la racine. À travers le fleuve dont l'eau brillait d'une lumière innocente, les débris des ponts surnageaient, pareils à des amas d'arbres emportés par la crue. Et au premier plan, je voyais ce que je devinais être un pont bêlé, une plateforme sur pilotis et sur flotteurs qui servait à traverser le fleuve. Mon regard fut particulièrement attiré par ce gué jeté hâtivement sur le fleuve, parce que je venais de découvrir, quelques jours plus tôt, le même pont bêlé que les armées américaines et canadiennes avaient édifié sur le fleuve Var, à côté de la ville de Nice, pour permettre le passage des camions et des tanks en remplacement du pont que leur aviation avait détruit à la fin de la guerre. La deuxième photo dont je me souviens avec netteté montre une femme précisément en train de marcher sur ce pont pour passer du nord au sud du fleuve. C'est une femme très jeune, presque une enfant. Elle est vêtue d'habits en haillons. Elle porte sur son dos un jeune garçon de 2 ou 3 ans enveloppé dans des chiffons. Tous les deux ont leur visage marqué par la guerre, salis de boue et de suie, leurs cheveux collés par la pluie et par les insomnies. Ils regardent l'objectif du photographe avec une expression intense où se mêlent la peur, la curiosité, la méfiance. Aucune image de guerre ne m'a marqué à ce point par la suite. En France, la guerre était finie depuis 3 ou 4 ans. Les civils pouvaient à nouveau sortir de chez eux, marcher au bord de la mer, aller jusqu'au Var pour regarder le pont bêlé. Mais de l'autre côté du monde, en Corée, la guerre se continuait, avec une violence et une puissance égales, comme si jamais la paix ne pouvait revenir. Et de fait, j'ai appris plus tard, presque par hasard, que cette guerre qui se continuait en Corée, cette guerre qui tuait les civils, les femmes, les enfants, était en vérité la Troisième Guerre mondiale, dans laquelle s'opposaient les 2 puissances rivales du monde, la Chine et les États-Unis. Un conflit qui coûtait la vie à des millions de gens et dont, hormis ce reportage dans le magazine, personne en France ne parlait. J'ai eu la chance de venir en Corée dans les années 2002, à l'invitation de la Fondation Daesan, pour participer à un colloque sur la littérature. Puis, grâce au professeur Song Ki-jang, j'ai fait de longs séjours en Corée pour enseigner dans la prestigieuse université féminine de Ewha.
Chaque fois que je suis revenu à Séoul, j'ai dû superposer aux anciennes images de la capitale détruite par les bombardements l'image réelle que j'avais devant les yeux. Je cherchais vainement à deviner ce qui avait survécu, ce qui était rené de ses cendres, ce qui avait été restauré à l'identique et ce qui s'était métamorphosé en une ville moderne, l'une des plus modernes du monde. La mémoire est un outil fragile, instable. Je n'ai rien retrouvé. Même le fleuve que je voyais sur la photo du reportage semblait différent, immense et paisible, semé d'îles sombres qui servaient de support aux multiples ponts qui le survolent ou de refuge aux escadrilles de canards sauvages. Le sentiment que j'en ai retiré au début est celui d'une légère angoisse, comme si quelque chose m'échappait, s'enfuyait loin de moi, un souvenir fantomatique apparaissant, disparaissant. C'est un sentiment que je n'ai pas compris d'abord, parce que la guerre a frappé de nombreux sites en France, à Cherbourg, à Brest, à Lorient. À Londres, quand j'avais 12 ans, l'hôtel où je descendais avec mes parents avait été à moitié détruit par les bombes, et je regardais avec curiosité la porte béante sur le vide au bout du couloir. J'ai vu à Cologne, sur le mur du Rathaus, la photo géante qui montre l'état de la ville à la fin de la guerre, un plateau de débris fracassés que surmonte la flèche à demi ruinée de la cathédrale. Mais à Séoul, je ne voyais que la ville nouvelle, exubérante, anarchique, parcourue d'immenses avenues rectilignes, avec ses barrières d'immeubles géants en verre. J'avais l'impression je me souviens de l'avoir dit alors, d'être devant un miroir brisé. Ensuite, le charme de la vie séoulite m'a capturé. J'ai découvert les secrets de cette ville, ses ruelles obscures, ses marchés, les petits temples au sommet des collines, le quartier de Sinchon, les rues bourdonnantes de Yongsan, les petits restaurants de soupe de moelle au sous-sol des immeubles, ou même les jardinets de légumes que les habitants ont fait naître au sommet des gratte-ciel. Tout cela m'a servi pour écrire un petit roman sur la découverte de cette ville, publié en France et en Corée sous le titre de Bitna sous le ciel de Séoul, dans lequel j'ai reconstitué le réseau d'historiettes, de racontards, de légendes, de rêves que découvre une jeune fille venue du sud du pays et qui la tient captivée, puisque selon le proverbe, on se retrouvera un jour ou l'autre sous le ciel de Séoul. Pour ma part, c'est grâce à la littérature contemporaine, grâce au travail remarquable des traducteurs, Madame Che Mi-kyung et Monsieur Jean-Noël Juté, grâce à l'enthousiasme de l'éditeur Piquet, que j'ai véritablement fait connaissance avec la réalité de Séoul. Puis, en élargissant la focale, que j'ai commencé à comprendre la réalité de la Corée. La littérature est un moyen rêvé pour y accéder. La lecture du magnifique poème de l'Étoile par Yoon Dong-ju m'a initié à la force de résistance du peuple coréen. J'aime, chaque fois que je suis à Séoul, marcher dans le mont Namsan, là où les mots du poète sont gravés pour nous rappeler la force de la poésie, capable de triompher de la violence de l'oppression. Je cite, « D'une âme chantant les étoiles, je m'en vais aimer toute forme de vie. Il ne me restera plus qu'à suivre la voie qui m'a été tracée. Cette nuit encore, le ciel est parsemé d'étoiles. » Les romanciers d'aujourd'hui, Han Sok-young, surtout dans les nouvelles de La Route de Sampo, ou dans Monsieur Han, ou dans L'Invité et tous les autres livres, le romancier Lee Sung-woo dans La vie rêvée des plantes, le romancier Lee Mong-yeol dans Le poète et dans l'étrange métaphore de l'île anonyme, comme les poèmes de Ko-un, sont l'héritage laissé par Yoon Dong-ju, qui nous permet de passer outre à l'image de la guerre et de découvrir la volonté de mémoire qui anime la littérature coréenne. Ce sont souvent des récits cruels,
comme dans La vie rêvée des plantes, où un jeune infirme découvre la sexualité grâce aux prostituées du marché au lotus que sa mère contracte pour lui, et en vain j'ai cherché près de la gare de Séoul la trace de cet endroit devenu mythique. Certains de ces écrivains ont connu la prison au moment de la cruelle répression de Sassam, ou en s'insurgeant contre la dictature, comme Hwang Sok-yong, que j'espère chaque année récompensé par le jury du prix Nobel. Dans son roman Le Vieux Jardin, Hwang Sok-yong a écrit de façon poignante l'épreuve qu'il a vécue comme prisonnier durant ces années terribles. Dans la très belle nouvelle Herbe folle, le romancier évoque la ferveur et l'espoir qui anime un cœur d'enfant malgré la brutalité de la réalité. Cette période implacable qui aboutit à la division de l'ancien royaume et à la création de l'inhumaine frontière qui sépare les membres d'une même famille est sans doute à l'origine du pessimisme de la vieille génération, celle dont je suis contemporain. La menace que fait peser sur tous, surtout les Coréens, la tyrannie du régime de Pyongyang ne peut pas être oubliée. Elle s'exprime dans toute la société contemporaine, quelle que soit la génération. Néanmoins, l'espoir de la paix reste au cœur de la Corée, comme le démontre la création aux portes de la DMZ, la zone démilitarisée de la Cité internationale du livre de Paju, où tout est prêt pour accueillir les écrivains venus du monde entier et venus surtout de l'autre côté. La guerre est aussi la source d'inspiration du poète Kwak Hyung-hwa, qui retrace la déportation des Coréens du Goguryeo vers la Sibérie au temps de la dictature de Staline, et qui partage la douleur des familles dont les enfants sont morts dans la tragédie du ferry naufragé au large de l'île de Jinto. La littérature est véritablement, en Corée, au cœur de la volonté de paix. Elle marque son esprit de résistance, son ardeur à vivre. C'est un autre combat, cependant, que connaît la nouvelle génération d'artistes et d'écrivains coréens. Cette génération est représentée principalement par des femmes jeunes, qui n'ont pas connu les années de guerre et qui doivent inventer un mode de vie, non pas dans l'oubli, mais en se tournant résolument vers la seule dimension acceptable pour une nation fracturée, c'est-à-dire le présent. L'humour, le sarcasme n'étaient pas absents de l'ancienne génération. Hwang Sok-yong raconte volontiers comment sa génération a choisi de rester en vie en rusant avec l'oppresseur japonais. Son projet de liaison ferroviaire de Séoul à Londres, en traversant le 38e parallèle et la Sibérie, a pris du plomb dans l'aile ces temps derniers. Mais on peut parier qu'il se réalisera un jour. J'ai moi-même réservé mon billet à bord du premier train. Le gardien d'immeuble dont j'ai fait un de mes personnages dans Bitna, qui lâche chaque semaine des pigeons voyageurs en direction de la frontière, porteurs de messages d'amour et d'amitié, existe vraiment. Et si les Séoulites partent régulièrement en auto pour une visite en famille au Mirador dominant la frontière, ce n'est pas par une curiosité morbide, mais pour voir de leurs propres yeux, munis de lorgnettes, de jeunes conscrits nord-coréens qui jouent au football de l'autre côté, comme ils le feraient de ce côté-ci. L'humour, la perspicacité dans la relation de la vie moderne, une vie normale faite de heurts, de désirs contrariés, de réconciliation, de quiproquos, domine cette littérature inventive et pleine d'humour. La romancière Kim Elan manie un humour ravageur dans Cours papa cours ou dans Ma vie palpitante. Et la romancière Han Kang écrit sur les difficiles communications entre les générations dans La végétarienne. Toutes deux s'adressent bien aux lecteurs contemporains pour les inciter à se mieux connaître, à accepter leurs différences. Ce qu'elles ont à nous dire de leur voix si particulière, et alors on ne peut s'empêcher de penser au temps de la poésie féminine en Corée, unique dans l'histoire de la littérature mondiale, dont He Nansol-hong dans la ville de Gangneung donna un exemple si fort. Ce qu'elles disent ne s'oppose pas à l'héritage tragique de la guerre,
La ville de Séoul n'est plus ce qu'elle était au lendemain de la guerre. Elle est devenue, du fait de l'incroyable puissance économique de la Corée, une ville gigantesque qui capte peu à peu la population des régions rurales et côtières, une sorte de monstre protéiforme qui pourrait à certains égards rappeler ce que furent la Londres de Dickens ou Paris au temps de Rastignac, le jeune héros de Balzac. Le cinéaste Park Chan-wook me confiait naguère qu'il n'osait pas quitter cette ville qu'il aime d'un amour filial, de peur de ne plus la reconnaître à son retour. De fait, les jeunes romanciers et romancières de cette nouvelle génération parlent beaucoup de l'angoisse qu'ils ressentent devant la fuite du temps, devant les difficultés économiques, et surtout le sentiment de ne pouvoir se réaliser. Cela est vrai pour toute cette jeunesse et justifie sans doute la violence qu'elle exprime, parfois dans sa musique, dans son art graphique, dans son écriture. Les femmes en Corée sont au premier rang de ce combat. Elles savent qu'elles doivent réussir dans le triple défi qui leur est opposé, au plan de la vie sentimentale, par la place qu'elles ont à prendre dans la société et dans la relation respectueuse qu'elles doivent maintenir avec leurs parents. C'est ce combat, et on peut présumer qu'elles le remporteront, qui les guide, parce que la paix de la jeune Corée est à ce prix. Si l'on compare avec les jeunes générations des autres pays, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique ou en Australie, la jeune littérature coréenne est l'une de celles qui n'ont pas renié le mouvement de liberté qui a inspiré leurs ancêtres. On pourrait même dire que cette génération a repris le flambeau de l'engagement, là où la littérature dite occidentale, définition assez vague à mes yeux, l'avait laissé. En ce sens, elle peut servir d'inspiration à nos écrivains et écrivaines d'ici et d'ailleurs, souvent enfermés dans les redondances de l'autofiction ou dans un alexandrinisme moderniste stérilisateur. Pour tous, elle sera, j'en suis sûr, une bouffée d'air frais, un flux de sang neuf dans le corps de la littérature mondiale. Je vous remercie. Kamsahamnida.